Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Notre invité du jour a écrit des lignes très intéressantes il y a peu. Je vous les lis. Aujourd'hui, les banques centrales, les politiques monétaires présentent toujours un biais expansionniste. Le résultat en sera une croissance de la bulle sur les actions encore plus forte qu'aujourd'hui et finalement le déclenchement d'une nouvelle crise financière. Qui est notre invité ? Patrick Artus, conseiller économique auprès de Natixis. Mais avant d'engager la discussion avec Patrick, petit rappel rituel et important, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, petite chronologie d'abord pour les internautes. Début 2023, vous étiez plutôt optimiste à l'égard des actions. Vous disiez... Le CAC 40 à 8000 points, vous l'aviez annoncé de façon assez audacieuse. Bon, ça a eu lieu en mars 2024, mais la tendance était là. Fin d'année 2023, on a rediscuté ensemble, et là vous étiez beaucoup plus réservé parce que vous disiez l'inflation est plus élevée que ce que disent finalement les banques centrales, et normalement ça doit mériter un décalage dans le mouvement de baisse des taux. Décalage qui a eu lieu puisque le marché anticipait cette baisse de taux à ce moment-là, et puis finalement, maintenant, on n'en attend plus que 3 en 2024, tant du côté de la Fed que de la BCE. Mais vous aviez un biais, du coup, qui était beaucoup plus prudent à l'égard des actions. Vous disiez, attention, là, ça sent pas très bon. Alors, le marché a un peu corrigé, mais dans l'ensemble, finalement, il a digéré cette déception assez vite, et puis il est reparti de l'avant. Et aujourd'hui, vous dites, finalement, ces politiques monétaires restent expansionnistes, et on va prendre le chemin d'une bulle sur les actions. Alors, j'aimerais savoir ce qui vous amène à ce raisonnement, parce que du côté des banques centrales, on dit finalement l'inflation a été tuée. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'elle est tuée ou pas? Et donc, on a les coups des franches pour baisser les taux, sachant que l'activité, en tout cas en Europe, n'est pas forcément mirobolante. Alors, on peut parler de l'Europe et des États-Unis. Et c'est assez bizarre parce que la perception de marché ou la vision de l'inflation aux États-Unis et en Europe est à l'inverse de la réalité. Donc, en réalité, aux États-Unis, vous savez qu'il y a ce fameux problème des loyers imputés aux propriétaires de leur logement qui n'ont aucune existence économique et qui sont estimés identiques aux loyers effectivement payés, ce qui n'a aucun sens. À la limite, si on veut inclure les loyers imputés dans l'indice des prix, il faudrait l'affecter avec les taux d'intérêt moyens des mortgages multipliés par la proportion de mortgages non encore remboursés. Enfin, certainement pas avec faire l'hypothèse que les loyers imputés ont la même évolution que les loyers effectifs. Donc, si on enlève les loyers imputés aux propriétaires de leur logement, on a une inflation qui est de 2,4 ou 2,5% par an depuis plusieurs mois et qui est stable à ce niveau. Et quand on regarde d'autres indicateurs de l'inflation, vous savez que j'aime beaucoup le prix du PIB. Le prix du PIB, c'est l'indicateur vraiment de l'inflation domestique, ce qui n'est pas biaisé par les prix des importations. Probablement au premier trimestre, on aura un prix du PIB autour de 2,5%. On était à 2,7 à la fin de l'année dernière. Et quand vous regardez les coûts salariaux unitaires aux États-Unis, ils augmentent de l'ordre de 2% par an. Donc l'ensemble des données de l'inflation aux États-Unis vous donne une fourchette pour l'inflation réelle aux États-Unis entre 2 et 2,5, quoi. Et pas de signe de remontée de cette inflation. Donc en réalité, la Réserve fédérale peut commencer à baisser ses taux d'intérêt au mois de juin et peut faire 3 baisses cette année et 3 baisses l'année prochaine, comme ce qu'anticipent les marchés financiers. Donc à nouveau, il y a la perception d'une inflation qui est résiliente aux États-Unis uniquement parce que on a ce biais qui vient des loyers imputés et qui ont 25% de poids dans l'indice des prix. Alors, je m'attarde un peu sur la croissance, parce que vous nous dites finalement la croissance, elle est plus modérée que ce qu'on veut bien dire. Elle est correcte, mais... Non, mais aux États-Unis, j'ai toujours défendu, y compris ici, l'idée que l'anticipation de croissance des marchés était trop basse. Et donc, j'ai toujours défendu l'idée que la croissance des États-Unis serait légèrement supérieure à 2% cette année. Et donc, l'anticipation consensuelle m'a rejoint. Mais simplement, compte tenu des gains de productivité,
2% ou 2%, un tout petit peu de croissance aux États-Unis, c'est inférieur à la croissance potentielle. Donc c'est une croissance qui est assez forte, mais qui ne menace pas de faire des tensions supplémentaires sur le marché du travail. Et donc elle est compatible, cette croissance autour de 2%, avec une désinflation. Alors, on a reçu récemment quelqu'un que vous connaissez bien, Stéphane Déo, Oui. qui insistait sur justement la dynamique du marché du travail américain. Et il parlait de l'impact très très positif en fait de l'immigration sur ce marché du travail et sur la croissance. Oui. Puisqu'il dit finalement on a de quoi pourvoir les jobs qui sont offerts. Oui, et ça a un effet mécanique sur la croissance. Et il se demande si finalement le marché ne sous-estime pas. Il ne dit pas que la croissance américaine va exploser, parce qu'il était il était sur la même ligne que vous, Patrick, mais il se dit finalement elle sera peut-être plus résiliente, et ça peut peut-être nourrir davantage les tensions inflationnistes. Alors il y a l'immigration qui est quand même plus faible qu'avant l'arrivée des Républicains au pouvoir. Mais la population en âge de travailler aux États-Unis augmente de à peu près 0,3% par an. Mais il y a d'autres facteurs. Je crois qu'on sous-estime la partie de l'épargne accumulée pendant le Covid qui n'a pas encore été dépensée. Moi, dans mes calculs, il y a au moins 60% de cette épargne accumulée qui reste à dépenser, ce qui explique le dynamisme des crédits de carte, etc. Ce que disait Stéphane, d'ailleurs. Oui, donc je crois que c'est raisonnable d'anticiper une croissance à 2+ aux États-Unis, mais à nouveau, 2+ aux États-Unis, ce n'est pas inflationniste compte tenu des gains de productivité. Donc on reste sur un scénario de soft landing aux États-Unis. La clé, ce sont vraiment les gains de productivité. C'est les gains de productivité. Et alors, en Europe, dans la zone euro, c'est très différent, parce que la productivité du travail a baissé de 1,3% l'année dernière. Et donc, les coûts salariaux unitaires, donc il y a des salaires qui sont en fin d'année à 4,5 sur un an, mais quand vous faites 4,5 plus 1,3, ça fait 5,8% de coûts salariaux unitaires. Et donc, si vous regardez le prix du PIB, il est à 5% de hausse. Si vous regardez les prix des services, ils sont à 4%. Et donc, en réalité, l'inflation sous-jacente réelle est nettement plus élevée que l'inflation totale mesurée, parce que l'inflation totale mesurée inclut les prix des importations. Les prix des importations contribuent pour moins 1,5 point à l'inflation totale au mois de mars. Et donc, en réalité, l'inflation européenne, elle est proche de 4%. Donc, vous dites que la BCE communique un peu trop... La BCE communique uniquement sur l'inflation totale. Je ne veux pas dire malhonnêtement, mais sur... honnêtement, ils ont envie de baisser les taux. Donc effectivement, leur communication s'adapte à cette envie de baisser les taux. Ils vont baisser les taux probablement en juin. Le danger... c'est que l'inflation commence à remonter dans la seconde partie de l'année, parce que cet effet de base négatif sur l'inflation va se gommer progressivement. Les prix des importations dans les derniers mois sont à peu près stables. Et donc qu'on ait une inflation fin d'année nettement supérieure à celle qui est attendue, qui est de l'ordre de 2,2%. Et moi, je pense que l'inflation de fin d'année sera probablement supérieure à 3%. Et donc, l'inquiétude, c'est pas sur les États-Unis, c'est sur l'Europe, sur la zone euro. Est-ce que la BCE pourra faire vraiment les 3 baisses de taux qui sont anticipées je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils ne devront pas arrêter leur baisse de taux. Ils vont commencer cette baisse de taux en juin, c'est pratiquement annoncé. 3 baisses, donc ce qui ferait des taux d'intérêt à la fin de l'année à quoi si on prend le 4 moins 0,75, donc 3,25, et sur 3,25, ça sera à peine plus que l'inflation à la fin de l'année. Donc j'ai un doute. Et donc ce doute sur la BCE provoquerait une
correction des anticipations de marché pour les taux d'intérêt à court terme, une correction à la hausse aussi des taux d'intérêt à long terme, et donc continuerait le mouvement qu'on a observé depuis le début de cette année, donc avec des taux d'intérêt à long terme plus élevés et des anticipations de baisse des taux d'intérêt plus faibles que celles qui sont sur les marchés financiers. Et donc ça, c'est mon inquiétude à court terme, hein, c'est une inquiétude sur un repricing des actions européennes en fonction d'une anticipation de baisse des taux de la BCE inférieure à 75 points de base. Je crois qu'il ne faut pas exclure totalement que la BCE ne puisse pas baisser ses taux de 75 points de base. Donc là, vous vous dites clairement qu'il y a un risque de correction si cette déception advient. Sur le CAC, on a baissé de plus de 200 points déjà hein, depuis 3 semaines. Quoi. Donc il y a déjà une correction. Et qui est liée à la hausse des taux d'intérêt à long terme, donc qui est liée à ce mouvement quand même de hausse des taux anticipés. Alors j'aimerais revenir, Patrick, à moins que vous ayez une idée là à développer. Non, mais il faut qu'on parle du plus long terme et donc de la liquidité. J'aimerais revenir au plus long terme. Parce que vous me dites, finalement, là, ce que vous décrivez, c'est une situation duale avec les États-Unis qui sont en position de baisser les taux et la BCE qui, selon vous, ne devrait pas le faire. Bon, très bien. Venons-en tout de même à la question du bilan des banques centrales. Parce que la création monétaire n'a pas été sans incidence tout de même dans l'inflation, on peut le dire. Au moment où on a eu un choc exogène, un choc finalement sur l'offre, on a eu des tensions et puis on avait cet afflux, cette création monétaire qui a été très forte et qui a été tout de même aussi encouragée par les banques centrales pour soutenir l'économie. Aujourd'hui, on parle de réduction des bilans, mais en fait la Fed nous annonce qu'elle va réduire la réduction de son bilan. La BCE, on voit bien qu'elle prend un biais de plus en plus expansionniste. Donc, est-ce que la multitude, l'abondance ou la surabondance monétaire ne crée pas les conditions, finalement, d'une inflation également persistante? Alors, d'abord, il faut être précis sur la monnaie qu'on regarde. Hein. Donc, il y a 2 monnaies. Il y a la monnaie de banque centrale, donc qui est le total du bilan de la banque centrale, qui n'a pas d'effet direct sur les agents économiques non bancaires. Hein. Et il y a la monnaie, donc les dépôts à vue, les dépôts à terme, les SICA, les OPCVM monétaires, les money market funds et les livrets d'épargne, etc., qui est M3 en Europe. M3, c'est des plus liés aux États-Unis, mais on peut le reconstituer. Et ça, c'est la monnaie qui est dans les poches des agents économiques non bancaires. Cette monnaie, disons M3, donc la monnaie, l'ensemble des actifs monétaires, ne se réduit pas, elle continue à augmenter, malgré le quantitative tightening. Hein. Et donc, on a réellement, pour les agents économiques, enfin pour les ménages ou pour les entreprises, on a une abondance de liquidités qui n'est pas corrigée par le quantitative tightening, par la réduction du bilan. Et ça a déclenché des mécanismes de substitution qu'on peut appeler le rééquilibrage de portefeuille. Quand les taux d'intérêt commencent à monter, les agents économiques réalisent qu'ils ont trop de monnaie qui est mal rémunérée. Donc, d'une part, ils passent en dépôt à terme, en money market funds, et d'autre part, ils passent en actions. Et donc, on a bien vu ce rééquilibrage de portefeuille au profit des dépôts à terme et des money market funds, et au profit des actions, et au profit des obligations aussi. Et le rééquilibrage se fait par le fait que ce mouvement d'achat d'actions et d'obligations par les agents économiques fait monter les prix des actions et fait monter les prix des obligations. Et donc la conséquence, c'est l'inversion des courbes des taux. Hein, donc les taux d'intérêt ont monté, mais moins que les taux d'intérêt à court terme. Et 2, le mouvement à la hausse des indices boursiers. Alors comme on va avoir une baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales dans les 2 prochaines années, donc laissons incertain la séparation dans les 2 années, on va amplifier le mouvement d'attrait pour les obligations à long terme et pour les actions. Et donc, je crois qu'en réalité, la politique monétaire n'a pas cessé d'être expansionniste. La restriction qui était, par exemple en Europe, liée à des taux d'intérêt de 4%,
était moindre que l'expansion qui... si vous regardez l'encours de monnaie M3 en Europe, hein, il a doublé depuis le début des années 2010. Donc on a une expansion de la quantité de monnaie en circulation. Et tant que cette expansion de la quantité de monnaie n'est pas rééquilibrée par une hausse de la capitalisation boursière que c'est comparable, eh ben, les agents économiques continuent à investir en actions. Alors cet investissement en actions ne réduit pas la quantité de monnaie. Quand vous achetez des actions, vous changez le détenteur de la monnaie, mais ce rééquilibrage se fait par la hausse des cours boursiers, quoi. Et alors, c'est un mécanisme qui est extrêmement robuste, hein, qui a toujours été là, ce mécanisme de rééquilibrage de portefeuille. Donc, quand vous serrez la quantité de monnaie, ben, vous faites baisser les cours boursiers parce que la valeur des actions doit rester comparable à la quantité de monnaie. Quand vous faites monter la quantité de monnaie, vous faites monter les cours boursiers. Or, la direction, alors au-delà du court terme, au-delà des inquiétudes sur l'inflation européenne à court terme, la direction dans laquelle on va, c'est une politique monétaire plus expansionniste. Donc baisse des taux d'intérêt, arrêt des quantitative tightening, etc. Et donc, on va garder cette orientation expansionniste à la politique monétaire. Et en réalité, la politique monétaire, si vous tenez compte de la quantité de monnaie, n'est jamais devenue réellement restrictive, hein. Et donc, il y a un biais, mais alors c'est un biais qui date des années 90, hein. Il y a un biais expansionniste à la politique monétaire qui résultait dans les années 90 que on ne faisait pas monter les taux d'intérêt suffisamment pour arrêter la hausse des prix des actifs, hein, et qui résulte maintenant de ce qu'on a lâché le quantitative easing et lâché la quantité de monnaie disponible. Avant de continuer l'interview, je vous rappelle que Synapse est en live 2 fois par mois pour vous présenter des opportunités d'investissement définies par les experts d'Alpha Value, ainsi que des analyses exclusives pour vous aider à dynamiser votre portefeuille et à rester agile sur les marchés. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description. On a l'impression tout de même que les banques centrales, aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies maintenant, puisque en fait c'est fin des années 90, début des années 2000 où on prend vraiment conscience de ce biais expansionniste, les banques centrales laissent délibérément des bulles se former. Mais ça veut dire que les banques centrales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont normalement 2 objectifs, hein, qui est la stabilité des prix et la stabilité financière. Et alors, en réalité, elles ne s'occupent que de la stabilité des prix. Alors, la stabilité financière, vous pouvez l'obtenir par une politique monétaire plus restrictive, et vous pouvez aussi l'obtenir par des politiques dites macro-prudentielles. Mais les banques centrales ne changent pas les taux de réserve obligatoires, ne changent pas les fonds propres requis pour les banques. Très très peu de pays font appel, par exemple, à la politique fiscale. Politique macro-prudentielle, vous pouvez aussi monter le taux de taxation des plus-values en capital, par exemple. Là, mais très très peu de pays font ça. Donc en réalité, il n'y a pas de politique macro-prudentielle et la politique monétaire ne s'occupe pas de la stabilité financière. Donc, dans un environnement où les prix des actifs augmentent considérablement, mais où l'inflation redevient compatible avec l'objectif de 2%, les banques centrales baissent les taux d'intérêt et arrêtent le quantitative tightening. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent absolument pas compte dans leur décision de politique monétaire de la situation d'instabilité financière. Le problème, c'est que ça a causé des crises à répétition. Donc, lorsque les banques centrales devront monter les taux d'intérêt vraiment parce qu'il y aura... On va retrouver un monde plus inflationniste. Donc, on va retrouver un monde qui est comparable au monde de la période 1995-2008. Et ça pour des facteurs endogènes. Alors, pas uniquement exogène. Exogène, c'est toujours difficile à prévoir. Non, le vieillissement démographique, les relocalisations industrielles, les coûts de la transition énergétique, etc. Et donc, un pouvoir de négociation plus élevé pour les salariés, etc. Et donc, on va retrouver un monde où... Quand l'inflation est basse, elle est très légèrement inférieure à 2% et elle peut monter jusqu'à 3%. Donc les banques centrales vont avoir besoin périodiquement de monter assez fortement leur taux d'intérêt. Et vous savez à peu près l'ordre de grandeur. Hein, il faut monter les taux d'intérêt de 400 points de base pour obtenir 100 points de base de baisse de l'inflation. Donc si l'inflation est à 3 et que vous voulez la ramener à 2, il faut que vous augmentiez les taux d'intérêt des banques centrales de 400 points de base. C'est ce qu'elles ont fait dans le passé à peu près. Hein.
Et donc, vous allez avoir une dynamique, c'est les banques centrales ne regardent que l'inflation, donc quand l'inflation est basse, elles laissent les prix des actifs monter, elles ne surveillent pas la quantité de monnaie, et puis de temps en temps, elles ont un problème d'inflation, donc elles montent fortement les taux d'intérêt, et donc elles font exploser les bulles sur les prix des actifs, et vous faites des crises financières, crise financière de la fin des années 90 sur les actions, crise financière de 2008-2009 sur l'immobilier. Regardez les prix de l'immobilier aux États-Unis, ils ont augmenté de 7% cette année, avec un marché de l'immobilier, avec des ventes de maisons qui sont de 30% en baisse, etc. Donc ça se voit. Et même les prix de l'immobilier commencent à se stabiliser en Europe. Donc l'immobilier aussi est atteint par ce phénomène de bulle. Et donc il faudrait que les banques centrales aient un objectif réellement mixte. C'est-à-dire, si elles avaient un objectif d'inflation et de prix d'actifs, eh ben, si les prix d'actifs montent, même si l'inflation reste à 2%, il faut qu'elles montent leur taux d'intérêt ou qu'elles réduisent la quantité de monnaie ou qu'elles retournent à une forme d'encadrement du crédit. Ça pourrait être plus sélectif. Si c'est juste les prix de l'immobilier qui montent, vous pouvez serrer les crédits immobiliers. Mais elles ne le font pas. Donc, mais ça veut dire aussi qu'elles acceptent d'exacerber les inégalités patrimoniales. Oui, alors la différence dans le monde actuel par rapport au monde des années 70-80, c'est que quand vous avez une politique monétaire structurellement expansionniste, c'est pas bon pour les investisseurs, pour les épargnants modestes. Hein. Ces épargnants modestes, ils épargnent en obligations d'une forme ou d'une autre, donc vous avez des taux d'intérêt obligataires bas. Mais c'est très bon pour les épargnants en immobilier et en actions. Et donc, on sait que c'est la cause de l'écartement très fort des inégalités patrimoniales. Mais honnêtement, le problème, c'est que l'instabilité financière n'est pas valorisée par les banques centrales. Pas prise en compte. C'est pas prise en compte. Et donc, il faudrait que les banques centrales ajustent leur politique monétaire en fonction et à la fois des problèmes d'inflation, mais des problèmes d'inflation des actifs. Oui, enfin ce que vous dites même, c'est qu'elles sont à l'origine, par leur politique monétaire, finalement, de la génération. Oui, mais c'est extraordinaire qu'elle n'ait pas appris. Je veux dire, moi j'avais écrit un livre il y a très longtemps sur les incendiaires qui disait que les banques centrales étaient la cause des crises financières à répétition. Les banques centrales n'ont pas appris. Vous voyez, aujourd'hui, elles veulent baisser les taux d'intérêt, et encore plus la BCE que la Réserve fédérale, indépendamment de toute observation sur l'évolution des prix des actifs. Alors la question, c'est celle du pourquoi. Ben, je crois que c'est l'héritage, enfin en Europe, c'est l'héritage de l'Allemagne. Je veux dire, la tradition monétaire européenne, c'est de s'intéresser uniquement à l'inflation, quoi. Je veux dire, et vous savez, il y a pas regardez, quelle mention y a-t-il dans les communiqués de presse ou dans les conférences de presse de la BCE de l'évolution des cours boursiers, quoi. Je veux dire, alors Greenspan, à la fin des années 90, avait dit qu'il y avait exubérance irrationnelle, mais ensuite il n'a rien fait. Il s'est bien gardé de faire quelque chose. Voilà, donc en réalité, les banques centrales n'osent pas manier les instruments qui pourraient stabiliser les prix des actifs. Alors à nouveau, ce sont des instruments aussi non directement liés au taux d'intérêt. Si on revenait à l'encadrement du crédit des années 80, on pourrait avoir des objectifs de croissance du crédit ciblés, hein, et qui seraient stabilisants, où on pourrait utiliser la politique à nouveau de taxation des plus-values en capital. Mais simplement, les banques centrales ne maîtrisent pas la politique fiscale, bien sûr, et elles ont envie d'avoir des règles stables. Elles n'ont pas envie de changer les taux de réserve obligatoires ou les taux ou les exigences de capital des banques aux fonctions du cycle économique. Donc en réalité, il n'y a pas d'action. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même aussi la crainte de faire exploser le système, un système qui repose énormément sur la dette? Enfin, quand je dis énormément, c'est peut-être même un euphémisme. Oui, mais on pourrait avoir des politiques qui agissent en anticipation des problèmes.
Jusqu'à 2022, les banques centrales sont très en retard sur l'inflation. Mais depuis les années 80 jusqu'à 2020, les banques centrales ont monté les taux d'intérêt et effectivement, ont monté les taux d'intérêt très vite lorsqu'il y avait un risque d'inflation et ça a permis de stabiliser l'inflation. Les banques centrales pourraient monter leurs taux d'intérêt lorsqu'on voit des signes de bulle sur les prix des actifs. Donc, est-ce que finalement les banquiers centraux ne sont pas devenus des politiques comme les autres qui ont plutôt tendance à procrastiner dès qu'il s'agit de résoudre des problèmes ? Oui, mais je crois qu'il y a un biais expansionniste, y compris dans les banques centrales. Les banques centrales n'aiment pas freiner l'économie. Et puis, il y a l'affirmation que les marchés financiers connaissent mieux les prix d'équilibre des actifs qu'eux. Et que donc, si le marché boursier monte, ça reflète probablement une hausse des anticipations de profit et pas une bulle. C'est une forme d'aveuglement, de cécité. Oui, mais c'est très pratique de s'abriter derrière ça. Effectivement, il faut faire attention. Si l'intelligence artificielle fait monter les profits anticipés des entreprises, il faut pas casser le marché action. Simplement, quand vous regardez les entreprises aux États-Unis qui sont liées à l'intelligence artificielle, vous avez des PER de 50 qui sont au niveau des PER des boîtes Internet à la fin des années 90. Donc probablement, il y a pour certaines, elles génèrent des profits tout de même. Hein, oui, contrairement à ce qui se passait dans les années 2000. Oui, mais il y a un PER de 50 quand même, qui est quand même pas... Donc est-ce qu'elles vont générer des profits à hauteur... Mais alors simplement, les banques centrales disent, nous on ne sait pas, on n'a pas de capacité à différencier une hausse spontanée, légitimement expliquée du marché des actions avec d'une bulle. Donc effectivement c'est difficile, mais c'est le même problème pour l'inflation. Est-ce que vous savez différencier réellement de l'inflation qui va être transitoire, de l'inflation qui va être définitive? Est-ce que vous savez dire exactement ce qui est un choc d'offre et ce qui est un choc de demande sur l'inflation? Donc il y a la même difficulté en réalité. C'est pas la culture des banques centrales de contrôler les prix des actifs, quoi. Et puis elles ont peur de l'aléa de moralité, c'est-à-dire que si elles contrôlent les prix des actifs, les marchés financiers anticiperont ce contrôle et donc... elles n'ont pas rechigné à contrôler le prix des obligations, les taux des obligations. Oui, mais c'est plutôt l'administration. C'est plutôt les immobiliers. Les crises obligataires ne génèrent pas de crise macroéconomique, c'est plutôt l'immobilier et les actions. Et donc, Oui, mais quand vous comprimez les taux, vous favorisez les actions et l'immobilier. Oui, mais à nouveau, l'aléa de moralité, c'est que les banques centrales n'aiment pas... Alors, elles pourraient apprécier le mouvement de limitation de la hausse, mais elles n'aimeraient pas être contraintes à empêcher les baisses excessives des prix des actifs, parce que c'est le Greenspan put, le marché anticiperait qu'elles vont avoir ce comportement et donc spéculerait sur ce comportement. Donc en réalité, il y a une attention très importante qui est donnée par les banques centrales à l'inflation des prix des biens et une attention très insuffisante qui est donnée à l'inflation des prix des actifs. J'aimerais qu'on revienne brièvement à l'allocation d'actifs, parce que, Patrick, dans le paysage que vous dessinez, c'est un paysage dual, je le disais, avec d'un côté une situation aux États-Unis qui peut autoriser, selon vous, les baisses de taux, et en Europe, là, à contrario, on a quelque chose qui mériterait plutôt de la vigilance de la part de la Banque centrale, même si vous considérez que ça ne va pas être le cas. Du coup, est-ce que dans les expositions au marché actions, il faut privilégier le marché américain plutôt que le marché européen? D'abord, est-ce que ça a du sens, puisque les boîtes européennes ont des chiffres d'affaires très importants aux États-Unis. Donc, tout à fait juste. Et puis il y a une corrélation très forte entre le marché américain et le marché européen. Donc je ne sais pas si le distinguo s'impose. Les distinguos. Et alors si vous... J'avais fait un travail qui consistait, vous savez, le marché américain a monté beaucoup plus que le marché européen, mais si vous corrigez des rachats d'actions,
qui sont beaucoup plus importants aux États-Unis, et que vous éliminez l'effet des rachats d'actions sur les bénéfices par action, vous trouvez que les deux marchés ont évolué à peu près parallèlement, quoi. Je veux dire, l'asymétrie visible, apparente, elle résulte aussi du comportement. Et ça en réintégrant les dividendes du côté européen et également aux Oui, États-Unis. mais les rachats d'actions, enfin, les rachats d'actions sont très très importants aux États-Unis, hein, depuis longtemps, quoi. Et donc, mais attendez, quelle était votre question? Oui, vous me disiez, il faut peut-être pas faire un distinguo entre les deux. Je sais pas. Moi, toutes les stratégies qu'on a vues l'année dernière, par exemple, consistant à dire qu'il faut privilégier le marché européen parce que la valorisation du marché européen est très raisonnable avec la valorisation du marché, n'ont pas marché. Enfin, je veux dire, je crois que la valorisation relative des deux marchés, c'est des effets de composition. Hein, il y a un poids de la technologie et de la tech beaucoup plus important aux États-Unis, il y a un poids des bancaires plus important en Europe, et c'est des effets de rachat d'actions, et donc c'est pas vraiment arbitrable. Et donc, si on dit que le marché américain est directeur pour le marché européen, on peut être assez optimiste. À nouveau, le marché américain, il va continuer à monter, la Réserve fédérale va... optimiste à long terme. Ce qui arrêterait la hausse du marché, ce qui amènerait une vraie correction, c'est soit un vrai retour de l'inflation aux États-Unis, c'est de l'inflation salariale, mais alors les salaires continuent à ralentir aux États-Unis, et donc ça, on ne le voit pas venir, soit vraiment un événement géopolitique qui n'est pas anticipé et qui serait très dangereux, etc., et qui... donc l'extension de la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine, etc. Si on n'a pas ça, je crois que la direction du marché actions, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ça va continuer à être à la hausse, jusqu'à ce que les banques centrales, jusqu'au prochain cycle de durcissement monétaire des banques centrales, quoi. Et donc, ça nous laisse quelques années de hausse, probablement, avant que les banques centrales doivent réintervenir pour recasser l'inflation. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit, Patrick, qui était fort intéressant. Donc, premièrement, vous maintenez toujours votre vision des choses, c'est-à-dire une vision en décalage entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis sont dans une situation où l'inflation a été domptée. Vous considérez que les tensions salariales ne sont pas suffisantes pour alimenter une résurgence de l'inflation, d'autant qu'on a des gains de productivité aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe, où là, les coûts salariaux unitaires continuent à progresser à un rythme assez élevé dans toute la zone euro. Je sais que certains auditeurs disent bah oui, mais moi je ne vois pas ça sur ma fiche de paye. Il n'empêche, c'est toute la zone euro là dont on parle, et la politique monétaire de la BCE, elle est pour la zone euro. Ça, très bien. Donc, vous dites qu'il y a peut-être une petite inquiétude à avoir tout de même de déception du côté de l'Europe pour les investisseurs, parce que si d'aventure la BCE doit aller à Canossa et finalement arrêter très vite son cycle de baisse des taux, on pourrait avoir un petit peu d'agitation sur le marché. Mais ce n'est pas la tendance de fond. Vous vous dites que les banques centrales maintiennent un biais expansionniste, qu'en fait, elles n'ont jamais abandonné ces dernières années, et que ce biais expansionniste, eh bien, nous prépare la future bulle. On est en train de la construire, elle est en gestation. Donc c'est un cycle qui va durer, puisque manifestement les banques centrales veulent toujours des politiques monétaires expansionnistes. Ça va se payer, bien évidemment, par une accentuation, encore une fois, des inégalités patrimoniales. Mais ça, apparemment, les banques centrales n'en ont cure, jusqu'au jour où elles seront contraintes de durcir leur politique monétaire, parce que l'inflation pourrait repointer le bout de son nez, et vous dites qu'il y a des facteurs endogènes, sans même se tourner vers les facteurs exogènes que peuvent constituer les chocs géopolitiques, mais on a des facteurs endogènes pour que cette inflation soit supérieure à ce qu'elle était lors de la décennie passée, la transition énergétique, les relocalisations, on n'a même pas parlé des investissements en matériel de défense, etc., etc. Donc vous dites plus, n'oublions pas, le vieillissement de la population et donc la réduction de la population active qui va donner, selon vous, du pouvoir de négociation aux salariés. Donc tout ça amènera un jour ou l'autre, finalement, à
un nouveau séisme, parce que les banques centrales, vous le dites encore une fois, ne s'intéressent pas, et ça c'est un point important de votre discours, à la stabilité financière. Et on peut s'étonner qu'elles ne le fassent pas. Patrick, merci beaucoup. Très beau résumé. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous appréciez. C'est très important et ça fait plaisir. Si vous nous suivez, c'est que comme nous, vous accordez de l'importance à la gestion de votre épargne et de votre patrimoine. La philosophie de Synapse est simple, comprendre pour agir. Cela se traduit par vous donner les moyens et les outils pour comprendre les grandes tendances que dessine la macroéconomie et ce que cela va impliquer en termes de performance sur les marchés. Notre catalogue de vidéos ne cesse de grandir et nous avons à cœur de vous proposer toujours plus de contenu pour que vous soyez agile dans vos investissements. Dans nos interviews, nous vous restituons la vision des experts conviés sur notre plateau, mais lors des lives ou dans nos contenus exclusifs, nous poussons le curseur un cran plus loin pour répondre au mieux à la problématique de tout investisseur. Faut-il acheter ou vendre et à quel moment le faire? Nous avons bâti avec les experts d'Alpha Value une sélection de 20 valeurs à détenir en portefeuille pour répondre à cette attente. Une fois par mois, lors d'un live d'1h30, cette sélection est commentée et analysée et nous vous proposons un focus sur l'un de ces titres. Cette liste est consultable à tout moment et nous vous notifions des évolutions qui pourraient survenir en dehors des lives par mail. Mais ce n'est pas tout. Synapse Live Plus est aussi un second live d'1h30 aussi, dédié à une liste de surveillance de plus de 400 valeurs européennes qu'il est bon de garder dans le viseur. Ce live est une occasion rêvée pour tout investisseur de connaître le sentiment de marché et les recommandations d'achat ou de vente des experts conviés pendant ce direct sur cet ensemble de valeurs. En vous abonnant maintenant, vous profiterez également des replays des précédents lives, mais aussi d'analyses exclusives sur des secteurs ou des valeurs. Pour obtenir la liste de 20 valeurs à détenir en portefeuille selon les experts d'Alpha Value et des analyses exclusives, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sur le lien en description sous la vidéo.